Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale et on vous propose ce soir un véritable voyage. Léo Barkat sera notre invité, c'est le fondateur de la fête européenne de l'image sous-marine et de l'environnement. Il sera accompagné de Dominique Serafini, peintre, aventurier, plongeur et auteur de bandes dessinées avec notamment le commandant Cousteau. Et on parlera un petit peu plus tard de logement adapté pour des personnes en situation de handicap. Ça se passera avec Freddy Zimmermann de la CIBAR. Il y aura comme tous les jeudis les humeurs de Mathieu Chanvillard. Avant cela, c'est le JT Anna Britz. Bonsoir à tous. Et dans ce JT, 66% des Alsaciens désirent sortir du Grand Est. C'est le résultat d'un sondage IFOP présenté ce matin par le club Perspective Alsacienne. La vache vosgienne est une nouvelle fois à l'honneur au Salon de l'Agriculture. Nos journalistes ont rencontré Lisa et Ottawa. Et puis en cette 12e journée internationale des maladies rares, zoom sur ces affections qui touchent un Français sur 20. 66%, c'est donc le nombre d'Alsaciens qui souhaitent toujours une sortie de la région Grand Est. Un chiffre issu d'un sondage IFOP présenté ce matin par le club Perspective Alsacienne. Et il est similaire à un premier sondage réalisé il y a un an. Le projet de collectivité européenne d'Alsace présenté hier devant le Conseil des ministres n'y change rien. 85% des Alsaciens seraient même favorables à l'organisation d'un référendum sur l'avenir institutionnel de l'Alsace. De quoi lancer la bataille pour l'Alsace, selon Jacques Schleff du club Perspective Alsacienne. On l'écoute. Les Alsaciens souhaitent encore à 66 ou 67%, donc les 2 tiers des Alsaciens veulent sortir du Grand Est. Plus de 90% des Alsaciens veulent un maximum de compétences pour leur région, ceux qui vont de l'éducation à la culture, à la formation professionnelle, au transport. C'est-à-dire, en creux, ils veulent une région à part entière. On ne peut pas laisser les citoyens alsaciens, les Alsaciennes, les Alsaciens au bord de la route. Ils ont exprimé leur avis 3 fois à 3 années d'intervalle. Je veux dire, maintenant, il faut y aller, il faut engager une bataille d'Alsace, il faut voir comment politiquement nous allons nous constituer. Une première étape est franchie avec le mouvement pour l'Alsace. Nous avons le serment du Landgraben, qui est le fossé qui sépare le Bas-Rhin du Haut-Rhin. Nous disons que ce fossé, il va disparaître et que nous cesserons notre combat le jour où les belles couleurs rouges et blanches de l'Alsace flotteront durablement sur la cathédrale de Strasbourg. Après les réunions d'initiatives locales et les cahiers de doléances, le grand débat national se poursuit. Dans les gares, des stands de proximité y sont installés. Objectif, récolter les avis de personnes qui n'auraient peut-être pas participé au débat. Autrement, reportage aujourd'hui à Colmar, Marine Zis. Les cahiers de doléances, c'est ça ? Alors, ce qu'on vous propose ici, c'est quelque chose d'un petit peu différent, en fait. On vous propose de vous exprimer à travers des formulaires que vous pouvez remplir en format papier sur ces 4 différents thèmes, ou alors en format numérique sur le site. Vous avez également ici la tablette pour les remplir. Pourquoi pas participer au débat national entre 2 trains ? Fiscalité, organisation de l'État, transition écologique, démocratie. Voilà les différents thèmes abordés dans les questionnaires distribués par ces étudiants en charge d'animer le stand de proximité. Ce que l'on permet, c'est d'informer les citoyens français sur déjà tout d'abord qu'est-ce que le grand débat national et c'est pas du tout de les pousser à répondre s'ils ne veulent pas. On est là vraiment pour respecter les opinions de chacun. Nous, on est tout à fait neutres là-dedans et c'est simplement vraiment de les informer et de les aider à contribuer s'ils le souhaitent. Il n'y a pas foule lors de la pause déjeuner, mais les doutes sur l'efficacité du dispositif, eux, sont nombreux. Pour moi, il y a un désintérêt politique global, que ce soit en Alsace ou même en France. Et je trouve ça bien dommage. Et là, peut-être que ça redonnera une impulsion par rapport au pays, je ne sais pas. À voir. Quel retour on aura ? Est-ce que ce sera un retour écrit ? Est-ce que ce sera un retour télévisuel, radiophonique, etc. Une fois l'ensemble des questionnaires récoltés ici et dans le reste de la France, les avis devraient être analysés et synthétisés par thématique. Le grand débat national en gare de Colmar se poursuit encore demain de 7h30 à 15h30 et sur le site www.granddébat.fr.
Des stands similaires seront installés en gare de Strasbourg lundi et mardi prochain. Chaque jour au Salon de l'Agriculture de Paris, les vaches vosgiennes défilent pour vanter les mérites de cette race rustique. Si elle a failli disparaître entre les deux guerres, elle a survécu grâce à un plan de sauvegarde et de relance. Reportage avec un jeune éleveur orinois qui est venu avec Lisa et Ottawa, Nora Borioa. Lisa, la Vosgienne, est venue accompagnée de son veau de 4 mois, Ottawa. C'est leur premier grand voyage, et pas n'importe lequel, au Salon de l'Agriculture à Paris. Lisa et Ottawa ont été sélectionnés pour leur rusticité. Père Lou Botter est leur éleveur à Sainte-Croix-aux-Mines. C'est toujours l'idée de sensibiliser. Il y a la présentation sur le ring pour montrer et expliquer ce qu'on fait. Et il y a aussi derrière les vaches, quand les gens passent, de leur expliquer comment on fait, ce qu'on travaille, pourquoi on a choisi cette race et pourquoi, voilà, comme je l'ai dit avant, c'est important de la conserver. Si elle est aujourd'hui une des races les plus appréciées du salon, elle a failli disparaître sous l'effet des guerres et la recherche de productivité. Grâce à un plan de sauvegarde, on compte aujourd'hui plus de 10 000 têtes sur le massif vosgien. Avec Lisa et Ottawa, Père Lou Botter présente pour la première fois son exploitation de 70 bovins. On est très peu d'exploitants en Vosgienne à faire de l'allaitement, de la viande. Donc là, on est sur une viande où on va produire peut-être un peu moins que les grosses races, mais on va rester sur des produits d'excellence, j'irais dire. Donc sur une viande qui est gustativement excellente, parce qu'elle va persiller très rapidement dans la viande, c'est une viande très fine. Voilà, c'est d'où l'idée de partir sur de la Vosgienne plutôt qu'une autre race, qui est complètement adaptée au climat là où je suis. Père Lou Botter vend sa viande en circuit court dans la région. D'ailleurs, on peut acheter certains de ses produits sur le salon. Malgré des journées chargées, ce jeune éleveur de 30 ans ne ferait rien d'autre au monde. C'est une passion avant tout. Il compte même reprendre l'exploitation familiale cette année. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Qu'est-ce qu'une maladie rare? C'est pour mettre des mots et des visages sur ces pathologies qu'un stand d'information se tenait aujourd'hui au centre commercial Rive Étoile à Strasbourg. Une animation organisée à l'occasion de la 12e journée internationale des maladies rares. Camille Roland. Neurofibromatose, dégénérescence rétinienne. Il existe plus de 7000 maladies rares, dont 80% sont d'origine génétique. Plus d'un quart d'entre elles débutent à la naissance, c'est le cas pour Nicole. Atteinte d'un mal qui touche la moelle épinière, la spina bifida, elle souhaite sortir sa maladie de l'ombre en partageant son quotidien. Ce qui est difficile à comprendre, c'est la douleur. Et la douleur, elle n'est pas marquée sur votre front. Il faut expliquer aux gens que malheureusement, il faut regarder au-delà de l'apparence, qu'il y a des handicaps lourds qui ne se voient pas forcément et qui demandent des soins quotidiens et quand même contraignants. Tout comme Nicole, Muriel est atteinte d'une maladie rare. Et l'air dans l'os, c'est son nom. Elle est caractérisée par une peau très élastique et une cicatrisation anormale. Diagnostiquée en 2013 après un parcours médical difficile, elle souffre au quotidien et pour elle non plus, sa douleur n'est pas visible au premier abord. Le moindre geste de la vie courante fait souffrir en fait. J'aimais faire des gâteaux, ça devenait de plus en plus compliqué. Balayer, c'est pareil, passer l'aspirateur, on n'en parle même pas, laver, enfin voilà, tout est compliqué. Même la toilette. Vous voyez, là je suis dans un fauteuil, mais à la maison je suis debout quand même. Et je peux marcher, je marche 100 mètres, voilà. Donc on ne comprend pas, et même dans mon immeuble on m'a fait la réflexion « Ah mais aujourd'hui vous êtes dans un fauteuil, mais l'autre jour je vous ai vu debout avec votre mari ». Je dis bah oui, je suis debout quand même, je suis pas tout le temps dans mon fauteuil, voilà. Vous voyez le regard des gens. Aujourd'hui se tient la 12e journée internationale des maladies rares. En Alsace, le grand public peut faire connaissance avec ces maladies au centre commercial Rive Étoile, autour de photos, de rencontres et de témoignages. À l'origine de ces activités, le réseau franco-germano-suisse Rarenet et ses partenaires. Alors notre action, c'est de faire connaître les maladies rares et de faire connaître les associations maladies rares et les associations
associations partenaires du projet en particulier et de leur offrir une tribune, puisque c'est en allant à la rencontre du grand public, et c'est vraiment une de nos missions, l'information du public le plus expert jusqu'au grand public, pour améliorer la connaissance et l'accès aux dispositifs de soins pour les personnes atteintes de maladies rares. Les maladies sont dites rares quand elles touchent moins d'une personne sur 2000. En Alsace, les hôpitaux universitaires de Strasbourg investissent beaucoup dans la recherche et le diagnostic. En Alsace, il y a 9 centres de référence, 50 centres de compétences. C'est un vrai défi de santé publique pour essayer d'amener les patients au diagnostic, puisqu'il y a beaucoup d'errance diagnostique et de patients qui sont en impasse diagnostique, et aussi d'essayer d'aider les patients et surtout leur trouver des thérapies. Aujourd'hui, une personne sur 20 est touchée de près ou de loin par une maladie rare en France. Et les enfants hospitalisés à l'Institut universitaire de réadaptation Clémenceau ont eu la surprise hier après-midi de recevoir la visite de 8 joueurs du Racing Club de Strasbourg, une rencontre rendue possible grâce à l'association Femmes de Foot Fanny Kunz. Avec des étoiles plein les yeux, quelques enfants de l'Institut universitaire de réadaptation Clémenceau accueillent les joueurs du Racing Club de Strasbourg. Venus pour taper la balle et faire des selfies avec les enfants, les footballeurs découvrent les nouvelles infrastructures du centre hospitalier. C'est cool, ça fait du bien, même sortir un peu ou voir les joueurs jouer. On a parlé surtout de le prochain match, enfin le plus important, la finale de la Coupe de la Ligue. Et j'espère qu'ils vont gagner parce que ce serait cool de se qualifier pour les Européens, quoi. Les joueurs accompagnés de leur jeune guide découvrent les chambres, un espace de restauration, de détente et de jeu, les ateliers thérapeutiques. Mais c'est au rez-de-chaussée que tout se joue, puisque les jeunes ont l'opportunité de partager un moment sportif avec les joueurs de foot. Passes, tirs au but, lancers francs, les enfants oublient la douleur et le quotidien hospitalier pour un temps. Pour les joueurs du Racing Club de Strasbourg, il était évident de venir à leur rencontre aujourd'hui. C'est très agréable de partager ce moment-là avec les enfants et on a du temps libre, donc autant en profiter pour faire des activités comme cet après-midi. Donc non, c'est avec grand plaisir qu'on est ici à Clémenceau. Ouais, on va s'amuser. De toute façon, moi j'ai toujours dit je suis un enfant dans un corps d'adulte, donc je vais m'amuser avec eux et puis ça va leur faire du bien. Et puis voilà, moi aussi, en espérant qu'ils vont garder de bons souvenirs de tout ça. En tout cas, moi, ça va être le cas. Grâce à l'association Femmes de Foot et ses partenaires, un don de 30 000 € a permis au centre Clémenceau de réaliser des nouvelles infrastructures comme l'espace de détente et de restauration. Les nouveaux espaces facilitent la vie des jeunes patients, de leurs familles et du personnel médical. L'objectif qu'il y avait de départ, c'est vraiment de créer des espaces pour que les enfants puissent se retrouver déjà au moment de manger, d'avoir un vrai espace détente pour ceux qui dorment à l'hôpital. Et c'était le moyen de leur créer de vrais espaces et puis pouvoir travailler de manière différente avec le personnel médical. La réalisation de ces nouveaux espaces était nécessaire pour l'Institut universitaire de réadaptation qui s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie de ses patients. Cette pièce permet maintenant aux enfants d'accéder à un espace de jeu, mais surtout avec du matériel adapté. Donc ça redonne aux enfants la possibilité de faire comme les autres enfants, ce qui n'était pas le cas avant. Donc au-delà de l'infrastructure qui a été mise en place, il y a tout ce partenariat avec toute cette prise en charge avec les joueurs, comme on le voit par exemple aussi aujourd'hui. Vous avez comme des enfants qui sont en train de jouer avec des footballeurs du Racing Club, c'est un vrai rêve pour beaucoup, mais alors pour eux particulièrement, ils accèdent à quelque chose que les autres ne peuvent pas faire, surtout eux qui sont malheureusement surtout victimes d'accidents de la vie, et on leur donne effectivement ici de l'espoir. Et de l'espoir qui devient réalité puisque ce sont 15 personnes, enfants et accompagnants, qui sont invités à la finale de la Coupe de la Ligue. Le Racing Club de Strasbourg affrontera Guingamp le 30 mars, une belle surprise que l'association Femmes de Foot offre à ses petits patients. Et pour clore ce JT, tout de suite, place à l'image du jour d'Oliviane. Le prix de l'immobilier rue par rue ou presque. Le site Meilleurs Agents propose ce service gratuitement et les enseignements sont nombreux. Strasbourg est sans surprise la ville la plus chère d'Alsace avec un prix moyen de 2 827 € le mètre carré.
Les quartiers de l'Orangerie et des Contades sont toujours sans surprise les plus chers. Grosse disparité également à Mulhouse et ses environs, avec des prix qui flambent au sud de l'agglomération. Colmar a un marché immobilier plus sage et plus uniforme. Enfin, plus globalement, le prix moyen du mètre carré d'un appartement en Alsace est de 2105 €. Voilà, merci beaucoup Anna pour ce JT. Place au plateau d'Alsace. Mathieu Chanvillard qui nous rejoint avec Léo Barcadj. Venez Léo, organisateur de la fête européenne de l'image sous-marine. Dominique Serafini, plongeur aventurier. Et Freddy Zimmermann, plongeur aventurier. Non, Freddy, c'est le logement dont on va parler dans quelques instants avec la CIBAR, logement adapté au handicap. Vous vous posez, on va partir sous les mers dans quelques instants avec des images absolument exceptionnelles. Et avant cela, ce qui est exceptionnel également, c'est la météo. C'est parti. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. On s'était habitué au soleil et aux températures quasiment estivales. Eh bien, en ce vendredi, changement de décor avec de la pluie en Alsace chez nos voisins allemands. En Suisse, quelques nuages. Les valeurs dans la matinée, elles seront douces. 7 degrés sur l'ensemble de la région du Bade-Wurtemberg, 8 degrés à Bâle, Mulhouse et sur l'ensemble du Bas-Rhin et 9 degrés la maximale en Alsace du côté de Colmar. L'après-midi, plus de pluie, beaucoup de nuages si vous êtes dans le nord du Bas-Rhin ainsi qu'aux frontières rhénanes. En Alsace, pour le reste, eh bien, vous allez avoir quelques éclaircies, mais surtout beaucoup de nuages tout de même. Les valeurs dans l'après-midi, eh bien, elles restent douces. 10 degrés, ce sera la minimale du côté de Saverne, 13 degrés de Wissembourg à Strasbourg ou encore Mulhouse, 14 degrés près de Colmar et 12 degrés aux frontières rhénanes. Que va-t-il se passer en ce samedi? Eh bien, des nuages, quelques petites éclaircies et des valeurs qui iront jusqu'à 13 degrés, notamment dans le Bas-Rhin. En ce vendredi 1er mars, nous célébrons les Aubins. Le soleil se lèvera à 7h11 pour nous dire au revoir à 18h12. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et les invités de la rédaction pour parler de cette fête européenne de l'image sous-marine et de l'environnement, Léo Barcadj et Dominique Serafini. Évidemment, on est ravis de vous accueillir. Léo, passionné par les fonds marins, 31e édition, et vous êtes le fondateur. Est-ce qu'on arrive encore à se renouveler chaque année avec les fonds marins ? La preuve, ça fait 31 ans que ça existe. Et en 31 ans, donc, on a réussi à présenter au public constamment de nouvelles images. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on présente aussi des images sur l'environnement, ce qui fait qu'on arrive à combler tout le monde. Voilà, vous allez vous régaler dans quelques instants. Avant cela, Dominique Serafini, plongeur, peintre, aventurier, auteur de cela. Ce que je tiens dans les mains, c'est l'aventure Cousteau, auteur de bande dessinée, l'équipe Cousteau. Comment est-ce que vous êtes arrivé à travailler un jour avec Cousteau, Dominique ? Eh bien, quand j'ai vu son film Le Monde du Silence, j'avais 10 ans. Et ça m'a convaincu de pouvoir mener une vie d'aventure, de naviguer, de plonger. Et donc, je suis allé voir Cousteau à 15 ans. Et là, ça a été... Je lui ai présenté mes premiers dessins et il m'a répondu pourquoi pas, on verra plus tard. Et pour moi, c'était comme le signe... C'était Jeanne d'Arc qui avait vu. Allez, je vous propose qu'on le revoie, notre ami le commandant Cousteau avec son célèbre béret rouge. Regardez. Avec la précision sans hâte qu'enseigne une longue pratique, les derniers préparatifs s'achèvent sur la plage arrière. Avec ses compagnons de plongée, Patrick Delmotte et le plus ancien de l'équipe, Albert Falco, Cousteau répète le catéchisme de la sécurité en plongée. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui est le premier à avoir créé l'image sous-marine ? Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on soit le premier en quoi que ce soit, parce que c'est toujours une chaîne d'inventeurs, etc. Mais c'est lui le premier, je pense, qui a vraiment consacré son énergie à communiquer par des images sur le monde sous-marin, qui était autrefois très peu connu. Et il faut de la chance, vous m'avez dit, pour faire des images sous-marines. Je pense que Cousteau avait eu de la chance et puis de la ténacité. Léo ? Oui, il faut absolument de la chance, parce que quand on va dans l'eau, on ne sait jamais ce qu'on va rencontrer. On s'oriente
vers des endroits où on espère voir de grosses bêtes, et comme par hasard, elles ne viennent pas. Ça, c'est très compliqué dans la prise de vue sous-marine, du moins le choix des images. Alors, dans les images que vous nous avez ramenées, il y a des images exceptionnelles où une équipe va se retrouver au milieu de 700 requins. Regardez. Ce qu'on voit sous l'eau est vraiment impressionnant. On peut voir comment ça se passe au cœur de la boule de requin qui se forme au moment d'une chasse. Incroyables images avec le requin qu'on tient par la queue. Absolument, c'est vrai ou pas? Mais oui. En fait, voilà qu'on explique aux spectateurs, c'est si on veut neutraliser un requin, on le tient par la queue. Il faut d'abord l'attraper. Hein. Oui, c'est ça. Bon côté. Il faut l'attraper. Est-ce qu'il faut être un peu fou pour faire des images comme ça? Pas vraiment. Pas vraiment. De toute façon, on sait pertinemment que le requin n'attaque pas l'homme. Quand il y a des accidents, c'est parce qu'il a envie de se nourrir. Et lui, il ne fait pas le choix. Il ne sait pas qu'il va attaquer, qu'il va manger un homme. Hein. Enfin, qu'il va le manger, qu'il va l'agresser. C'est pas très rassurant, dit comme ça. Enfin... Non, mais en réalité, le requin, il n'aime pas la chair humaine. Ah, c'est ça le truc. Parce que là, le requin, il y en a 700, ils sont en train de il y en a qui se mangent, quoi. Hein. Entre eux, oui, bien évidemment. Ils sont clairement en train de manger. Mais aussi, entre eux, ils se mangent aussi. Ouais. Mais ils n'attaquent pas l'homme sous l'eau. Enfin, demande à Dominique. Moi, j'ai été confronté à beaucoup de requins. On ne m'a jamais attaqué. On en prend plein la vue pendant ces 3 jours. L'idée de festival, l'idée de tous ces films, c'est le dénominateur commun, c'est aussi montrer ces espèces, leur fragilité, quelque part, la fragilité de ce milieu. Absolument, et on manque toute une variété d'images, on montre des trucs exceptionnels. On n'a jamais vu la fécondation d'une raie manta. Ça, on va le voir. C'est extraordinaire. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la séquence érotique du festival. Oh, je ne sais pas si c'est érotique, ça n'a pas tellement l'air. Les requins sont très agressifs quand ils fécondent leur femelle. Hein. Ça, c'est du travail. Ils les mordent terriblement. Heureusement que la femelle a une peau extrêmement costaud, extrêmement forte. Sans ça, elle en mourrait. Hein. Voilà, d'autant plus qu'il la maintient au fond et elle ne peut plus respirer. Alors regardez les images qui sont derrière nous en fond comme ça, avec des créatures complètement incroyables, quoi. Ça ressemble à rien de ce qu'on peut imaginer. Ouais. Oui, je sais. Mais tu verras, il y a un film qui est absolument extraordinaire qui s'appelle Le secret des atolls. C'est l'histoire de la naissance d'un poisson qui naît évidemment en mer et qui revient dans le lagon. Mais il faut évidemment se protéger pour devenir un adulte. Eh ben, la vie secrète des atolls, on va le voir dans un petit instant. Avant ça, je vous propose encore de revoir ces images. Comment ça se passe le travail du caméraman? Il arrive à regarder, il se met avec sa caméra face, merci de les mettre en régie, il se met face à l'animal et en fait là il l'attend, quoi. Mais bien évidemment, surtout quand c'est un animal aussi petit. Parce qu'attention, une crevette comme ça, elle mesure 2 cm. Et pour la voir nette, il faut vraiment s'approcher. C'est forcément des films qui sont faits par des passionnés, du coup. Enfin, on ne peut pas y passer autant de temps dans un milieu aussi contraignant. C'est du temps, c'est de l'attente, on n'est pas sûr de ce qu'on va avoir. C'est forcément des passionnés qui font ces films. Bien évidemment. Bien évidemment. Sans ça, ils ne le feraient pas. Dominique, vous qui avez connu l'époque Cousteau, on parle beaucoup du réchauffement climatique, on parle de notre Terre qui se délite, de la saleté des océans. Est-ce que vous l'avez mesuré? J'ai la chance de vivre en mer, parce que je vis la plupart du temps sur un voilier. J'ai pu constater effectivement que nos activités humaines ont des conséquences en mer, puisque tout se termine dans la mer. C'est-à-dire que quand vous achetez un objet emballé dans du plastique au supermarché, il y a de fortes chances que ce plastique se termine dans la mer. Il sera emporté par le vent, après par les rivières, jusqu'à la mer. Et donc quand on plonge, eh bien malheureusement, on voit non seulement des objets de plastique qui sont assez gros, mais on constate que le plastique se désagrège jusqu'au niveau du plancton. C'est-à-dire qu'en fait, des poissons mangent le plastique, et nous, quand on mange le poisson, on remange les emballages qu'on a jetés.
Ça, c'est comme ça. Alors, je vais vous faire découvrir la vie rêvée des crabes enragés. Voilà, ils sont vraiment enragés. C'est un court-métrage qu'on a pu vous montrer grâce à Léo Barkat. C'est un petit 8 minutes. Vous allez voir que les crabes, ils parlent. Ça paraît un peu paradoxal, mais vous allez le voir. Ils se battent entre eux, ils se mangent et ils se font même voler leur nourriture par des crevettes. Ça paraît un petit peu surréaliste et pourtant. Ils n'hésitent pas à se battre entre eux. La vache, qu'est-ce qu'ils se mettent? Celui du dessus perd une pince. Délicieux, les pinces de crabe japonais. À condition de ne pas se faire doubler par les crevettes bouquets, qui sont toujours à l'affût pour nous piquer notre nourriture. Il n'y a rien de meilleur. Voilà, je vois Freddy Zimmerman tout à fait fasciné, Freddy, par ce que vous venez de voir. C'est absolument magnifique. C'est hallucinant comme... C'est remarquable et en même temps je suis un peu triste parce que tout ça c'est gravement menacé. Oui, ouais. Donc il faut vraiment qu'on fasse un maximum pour Voilà. essayer de sauver. Sauf la pince du crabe. Parce Tout que à fait. voilà. Celle-là elle est perdue. Non, en fait elle repousse, c'est ce que vous m'avez dit Dominique Oui, tout à fait, et Léo. tout à fait. Oui, elle repousse. Donc il peut la perdre dans un Il combat. peut la perdre dans un combat, et puis ensuite il y a une mue, et il retrouve tous ces éléments. Voilà. Moi j'étais tellement triste. C'est bien. Je le montrerai à mes enfants. Alors. Voilà. Et la crevette qui va s'attaquer au crabe et lui voler sa pitance. Elle est logée à la même enseigne. On est dans la réalité. Mais elle est logée dans la même enseigne, elle aussi. Quand elle grandit, sa carapace ne grandit pas avec elle, il faut qu'elle la renouvelle. Alors donc elle l'enlève, et puis elle a une nouvelle carapace. Voilà, c'est ce que vous allez apprendre durant 3 jours à partir de demain à la fête européenne de l'image sous-marine et de l'environnement. Vous m'avez parlé de cette vie secrète des atolls. Regardez ces images qui sont absolument exceptionnelles. En plein cœur du Pacifique, l'atoll est comme une oasis dans le désert. Entre lagon et océan, c'est ici que se déroule l'un des plus grands spectacles de la vie sauvage sous-marine. L'histoire commence avec la reproduction frénétique d'un petit poisson, le chirurgien bagnard. Seule une larve sur 1 million va survivre. Son aventure incroyable va croiser les plus grands prédateurs de l'océan. Voilà ce que vous me disiez là pendant que nos spectateurs regardaient ces images. Léo a 85 ans, jamais blasé. Vous me dites, on montre des images extraordinaires. Tout à fait, mais qu'elle soit sous l'eau ou sur terre. Ouais. Il y a des trucs formidables. Voilà, c'est absolument exceptionnel. Comment vous avez fait cette programmation? On vous appelle maintenant, on vous dit Léo, il faut que tu prennes mon film? Non, je sollicite des producteurs, puis je connais des producteurs, ce qui me facilite la vie. Ouais. Par contre, tous les concurrents, parce que c'est une grosse manifestation qui s'adresse à tous les preneurs d'images, qu'ils soient débutants, qu'ils soient masters ou professionnels. Voilà, et regardez ce livre, parce que ça c'est l'œuvre de Dominique. Ça c'est une partie de votre vie, ça c'est du travail et c'est du bonheur. Oh bah c'est un bon morceau de ma vie, c'est 50 ans de ma vie sur la belle planète bleue. Et j'essaie de faire partager ça à ceux qui ne plongent pas, puis surtout aux jeunes, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que parmi toutes les planètes qui tournent dans l'espace, sans doute la plus belle, c'est la nôtre. On est bien d'accord. On va rester là-dessus. Vous restez bien sûr avec nous. On verra encore quelques images en fin d'émission. En tout cas, on s'est régalé. On marque une toute petite pause. À suivre, les humeurs de Mathieu Chanvillard et spécial logement, habitat avec Freddy Zimmerman après ça. Retour sur le plateau en direct avec Mathieu Chanvillard le jeudi. Ce sont ses humeurs. Un bon conseil aujourd'hui pour la soirée, pour la journée. Si vous voulez qu'on vous écoute, tout simplement, il faut que vous l'ayez, absolument. Que ce soit pour que votre patron vous écoute, que votre belle-mère se taise, ou que la jolie comptable du 8e vous regarde un petit peu, fasse un petit peu attention, je vous le conseille, il faut que vous l'ayez, c'est même indispensable. Mais il faut qu'on ait quoi? L'arme atomique, Lionel, la bombe nucléaire. Mais si, regardez l'actualité.
Honnêtement, qui écouterait cet abruti de Kim Jong-un, qui écouterait le suprême leader Kim Jong-un, leader de la Corée du Nord, s'il n'avait pas l'arme atomique? Est-ce que vous croyez que Donald Trump se déplacerait jusqu'en Asie si l'autre n'avait pas le pouvoir de transformer la Californie en flamme-cuche? Non, clairement, qui s'intéresse encore au conflit entre l'Arabie Saoudite et le Yémen? Personne, il n'y a pas d'atome. Par contre, l'Inde et le Pakistan qui se fritent un tout petit peu, deux puissances nucléaires, tout le monde retient son souffle. Non, c'est pour ça que je me dis, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, ici en Alsace, c'est qu'on n'a pas l'arme nucléaire en Alsace, on n'a pas de bombe atomique. On se plaint de ne pas être écouté, d'être trimballé entre tous les pays depuis des années, de ne pas être écouté par Paris. Là, regardez ces négociations qui n'en finissent plus sur la nouvelle collectivité d'Alsace. On est en train de négocier la possibilité de peut-être pouvoir créer une commission qui aurait l'hypothèse de réfléchir à la possibilité de donner 12 minutes de cours de dialecte alsacien à l'école, en option bien sûr. Non, c'est pas possible, il faut se faire entendre à un moment, il faut taper du poing sur la table. Je suis pour que l'Alsace se dote de l'arme nucléaire comme les Coréens et les Pakistanais. Alors on n'est pas fou, doucement, on n'est pas fou. Le but c'est pas de s'en servir non plus. Pourquoi qu'avec la Lorraine juste à côté, c'est tentant, c'est vrai. Non, je plaisante. Je vais pas nucléariser la Lorraine, ça n'a absolument aucun intérêt. Il suffit de la traverser en voiture pour voir que le boulot est déjà fait de toute façon. Alors, c'est un peu triste, mais c'est vrai que c'est nécessaire aujourd'hui pour se faire entendre. Si vous n'avez pas ça, on vous écoute pas. Vous pouvez manifester aujourd'hui, défiler, faire de la grève de la faim, la grève de la soif, mettre un gilet jaune. Vous aurez beaucoup de mal, on le voit, à vous faire entendre. Vous avez de plus en plus de mal à voir aussi. Si vous prenez un coup de flashball dans la tronche, ça se complique. Donc clairement, il faut passer à la vitesse supérieure. Donc lançons symboliquement aujourd'hui le programme nucléaire alsacien. Alors ça tombe bien, on part pas de zéro, j'ai fait une petite liste pour avoir la bombe atomique, il faut quelques bricoles, j'ai tout noté. Alors déjà il faut une centrale nucléaire, c'est mieux. On a Fessenheim, alors centrale nucléaire, on a une centrale, on a un truc. Fessenheim, c'est un peu notre Abdelaziz Bouteflika, nous, vous savez, officiellement tout va bien, il fonctionne parfaitement. Et je me dis que si Bouteflika peut faire un nouveau mandat, Fessenheim peut durer encore au moins 30 ans, on est à l'aise. Bon après il faut du combustible pour la centrale, alors il faut au choix du plutonium ou de l'uranium. Alors là j'ai bien cherché, on est un peu moins à l'aise parce qu'en Alsace j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors on a du plomb dans la peinture, on a de l'aluminium, du mercure, de l'arsenic, de l'alimentation, ça j'ai trouvé. Il y a même un peu de sulfite dans mon sylvaner le soir, mais d'uranium et de plutonium j'ai pas trouvé en Alsace. Heureusement, j'ai une alternative à vous proposer. C'est très simple, il faut prendre 2 photos, une de Frédéric Bierry et de Brigitte Klinkert, vous les prenez et vous les montrez à Jean Rotner, le président du Grand Est, et là il se passe un truc incroyable. Ou pas, il y a une... Pour le reste, on est bien. On a un site d'enfouissement des déchets du côté de Stockamine. Les habitants râlent un peu parce qu'il y a déjà 42 000 tonnes de déchets ultimes qui parfois prennent feu sous leurs pieds. Les gens sont devenus un peu tatillons en termes d'environnement. Ça les vexe. Au pire, on balancera nos déchets nucléaires par-dessus les Vosges, comme on a toujours fait. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour se faire entendre. Maintenant qu'on est doté de l'arme atomique, il ne reste plus maintenant qu'à se mettre d'accord sur des revendications claires, nettes, qui fassent l'unanimité auprès de tous les Alsaciens, les Haut-Rhinois comme les Bas-Rhinois. Ça va peut-être être ça le plus difficile en fait. Bon, on s'est fâché avec tout le monde. Merci beaucoup Mathieu Chanvillard. C'est les humeurs qu'on retrouve avec talent évidemment tous les jeudis. Magazine du jeudi, c'est également le rendez-vous du logement et de l'habitat. C'est parti. Freddy Zimmermann est avec nous. Comment allez-vous, Freddy ? Ça va très bien. Voilà, chargé de mission à la CIBAR. On va parler de la loi Elan ou loi Logement de 2018. C'est peut-être plus simple. Elle a réformé en tout cas le droit immobilier. Cette loi prévoit 20% de logements accessibles aux personnes handicapées dans la construction neuve. Tous les autres devront être évolutifs. J'ai vu évolutif. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est vrai que la loi Elan, Elan signifie loi portant sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, demande effectivement 20% de logements donc adaptés au handicap, et les 80 autres pourcents doivent être évolutifs. Alors évolutif, ça veut dire que dans les logements que nous allons construire, nous devons avoir 2 pièces, les toilettes et la cuisine, qui sont accessibles au handicap. Donc la taille est déjà prévue à l'avance ? 2 pièces. 2 pièces. Les autres pièces, c'est-à-dire le salon, le séjour, les chambres à coucher, doivent être adaptables au handicap en fonction de l'évolution de la vie de la personne, moyennant des travaux simples. C'est-à-dire que le bailleur que vous êtes anticipe en se disant si jamais ce loyer doit s'adapter un jour à d'autres types d'habitants ou d'occupants, il faut qu'il y ait le Sauf logement. que dans le terme travaux simples, nous ne savons pas encore ce que cela signifie, puisqu'un décret doit encore sortir pour expliquer ce que c'est que les travaux simples. Alors on va découvrir, je vous propose, le quotidien de Christiane. Elle est locataire à la résidence senior de Dorlisheim et elle vit, vous allez voir, dans un logement adapté à son handicap.
seuil de porte plat, douche de plein pied, volet roulant électrique. Chez Christiane, tout est adapté à son handicap. Après le décès de son mari il y a 3 ans, elle décide avec sa famille de louer un appartement. Elle quitte sa maison et entre à la résidence senior de la Cibar à Dorlisheim. Adapté au handicap et à la perte d'autonomie, son logement lui permet de vivre le plus normalement possible. Pour moi, c'est bien adapté. J'ai ma cuisine, la chambre à coucher, il y a encore une petite chambre, la salle de bain, la douche, je rentre plein pied, et il y a le lavabo, tout est bien. Je peux bien circuler. Dans le logement, les interrupteurs sont positionnés à hauteur de chaises roulantes, les passages de porte sont plus larges, les volets roulants sont électriques. De l'extérieur du bâtiment jusqu'à l'entrée de son logement, tout est à plat, aucune marche, aucun socle n'empêche Christiane de se déplacer à son aise. Je sors pour aller dans l'ascenseur, je descends, j'ouvre la porte, je regarde un peu dehors, et la terrasse encore, elle est bien en été. Avec un logement adapté de ce type jusque sur le balcon, Christiane pourra bientôt profiter des beaux jours en toute sécurité. Voilà, avec la domotique, on appuie sur le bouton, les volets roulants se ferment, mais pas de petite margelle, donc on n'accroche pas. En fait, vous n'avez pas attendu la loi Elan pour déjà proposer une construction de logements adaptés, c'est ce que vous Non, dites? tout à fait. Alors, juste pour terminer par rapport à la loi Elan, elle indique aussi que pour compenser les 80%, lorsque l'on construit plus de 2 étages, il faut absolument mettre un ascenseur. Et ça, c'est lorsqu'on construit de grands ensembles, c'est moins problématique, mais lorsqu'on construit de petits ensembles, ça pose un peu plus de problèmes parce que ça coûte cher en termes d'entretien, de charge aussi. Donc ça va pas être évident à mettre en pratique. Mais effectivement, nous n'avons pas attendu, notamment dans nos résidences seniors, puisque ça fait quelques années maintenant que nous avons cette expérience-là et que nous essayons d'aller encore plus loin, puisqu'on travaille en étroite collaboration avec le CEP SICAT, le centre d'exposition permanent, avec l'ensemble de tous les supports dont on peut avoir besoin pour adapter le logement. Et puis, nous essayons, avec aussi l'avis de nos locataires, parce qu'on écoute les personnes qu'on loge, pour essayer d'aller un peu plus loin. Donc, dans nos nouvelles résidences qui sont actuellement en construction, nous avons par exemple le chemin lumineux. Lorsque la personne se lève la nuit, il y a une plainte lumineuse qui lui permet de ne pas être dans le noir et de ne pas chuter. Des meubles sous le lavabo dans la salle de bain qui sont rétractables. Donc demain, on a un accident de la vie, on est en fauteuil roulant, on peut accéder sans aucun problème au lavabo dans la salle de bain. Donc on essaye d'anticiper et d'être au plus près des préoccupations des personnes à mobilité réduite. Voilà, vous allez plus loin et vous imaginez la perte d'autonomie un jour. Tout à fait. C'est ce qu'on peut dire. On parle beaucoup de résidence senior, en tout cas on a expliqué un petit peu le concept de la résidence senior, mais toutes les personnes handicapées ne sont pas forcément seniors. Comment est-ce qu'on leur propose une offre? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on est en train de travailler aussi sur ce sujet-là, c'est-à-dire avec le GIA 4, donc qui regroupe un certain nombre d'institutions de personnes handicapées. On est en train de réfléchir à trouver une solution de proposition de logement pour des personnes adultes handicapées vieillissantes. Et donc là, c'est quelque chose... C'est quoi, des personnes qui ont la quarantaine, la cinquantaine? Ça dépend oui, il y a différents âges, mais ce sont des personnes qui nécessitent aussi une présence humaine. Donc il nécessite la présence d'un logement pour un gardien, pour un surveillant, pour les soins, etc. Et donc ce n'est pas vraiment une résidence senior, on va essayer d'aller beaucoup plus loin. Voilà, c'est votre credo. C'est de beaux projets en perspective. Voilà, autonomie, on s'adapte et on anticipe. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup Freddy. Allez, il nous reste 3 petites minutes. On va la passer avec vous Léo et Dominique. Je rappelle d'abord ces livres que Dominique, aventurier, peintre, évidemment auteur de bande dessinée, La jungle du corail avec le commandant Cousteau. Et en régie, on va nous passer quelques images de créatures. Je veux qu'on voit des créatures tout à fait exceptionnelles et qu'on dise un petit mot sur le matériel. Aujourd'hui, Léo, on arrive, nous on le voit, on travaille vraiment sur la vidéo, sur l'image, etc. Mais j'ai l'impression, pour arriver à voir, à shooter ces images-là, à les filmer avec les yeux d'une telle précision, laissez-nous les images. On fait comment pour faire ça? On a des caméras avec des compléments optiques qui permettent de s'approcher terriblement du sujet pour l'avoir dans la meilleure qualité possible. On sait ce qu'on va trouver quand on y on imagine. Qui plus est, bien souvent, quand on est dans des mers tropicales, il y a des guides qui vous orientent vers les endroits où il y a des sujets qui sont particulièrement intéressants, comme c'est le cas pour ce crabe qui est tout à fait étonnant. Chaque année, la programmation est différente, vous renouvelez évidemment beaucoup. Il y a
Sous les océans, c'est pareil, il y a encore des choses à découvrir, il y a encore des merveilles à aller trouver qu'on ne connaît pas, qui sont inconnues. On ne connaît que 10% de ce qu'il y a au fond des mers. 10%. On sait plus de choses sur la Lune et sur Mars qu'on ne sait ce qui existe sous la mer. Donc, c'est ça qui était vous avez encore 50 ans de festival devant vous. C'est tout le mal que je nous souhaite. Alors, je voudrais bien en régie, mettez-moi 5 secondes avant ces images-là. Il y a une espèce de petite bestiole qui est translucide, que j'ai trouvée tout à fait exceptionnelle. Je veux vraiment que vous la voyez. Regardez, c'est une crevette. C'est une crevette. C'est une crevette. Et elle est translucide parce qu'elle est dans... Il ne faut pas qu'on la voie. D'accord. Elle s'adapte. Parce que dans mon assiette, c'est plus la même. Hein. Comment ? Quand elle est dans mon assiette, c'est non, pas... Non, on la mange pas, celle-là, elle est trop petite. Voilà. Est-ce que c'est de la poésie, finalement, aussi, qu'on va aller voir pendant 3 jours, oui. ce festival ? Oui, il y a beaucoup de poésie. Il y a beaucoup de poésie, des gens qui le viendront. Regardez la capture. Là, vous allez voir ce bonhomme, ce monsieur qui a fait ces images. Elles sont extraordinaires. Alors, décrivez ces images, on vous laisse. C'est extrêmement simple. Il a fait des images de différents sujets en très gros plan. En très gros plan. Et je vous assure que pour faire des images avec une telle qualité et une telle stabilité, il faut savoir plonger. Parce que savoir plonger, c'est une chose, mais savoir faire des images sans bouger, c'en est encore une autre. Voilà, c'est tout à fait exceptionnel, c'est des créatures. Voilà, absolument incroyable. Dominique, ça c'est votre quotidien, vous vivez sur un bateau ? Oui, en fait, le vivre sur un bateau, c'est pas vivre sur l'eau, parce que l'eau c'est vide. Hein, mais vivre sur l'eau de mer, c'est vivre sur un milieu qui est vivant, qui est rempli d'être vivant. Donc vous sautez, le matin je saute du bateau, je saute en mer, dans la mer Caraïbe, ben, je vois la vie partout. Plancton, barracuda, etc. Voilà. Donc, heureux homme. Ben, non, parce que je propose pas ça aux autres. Hein, parce que c'est pas si facile que ça. Voilà. Ça aurait bien tenté. C'est bien dommage. Freddy, allez, c'est demain que ça va commencer, Fête de l'image sous-marine. Rappelez-nous, Léo, où ça se passe ? À la Cité de la musique et de la danse. Voilà, place de l'Étoile à Strasbourg, à côté de la place de la Bourse. C'était un plaisir. Merci Dominique. Merci Léo, Freddy Zimmermann. Merci Mathieu. Nous on se retrouve demain 19h. Salut.